se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. L'UFC Que Choisir, expert, indépendant et militant, fait son émission. Ici, dans le Gard. Eh bien, madame, monsieur, amis auditeurs, auditrices de Radio Nîmes, bonjour. Nous sommes le dernier lundi du mois. Et en ce dernier lundi du mois de mars, voici venue l'heure de retrouver votre émission, la grande émission UFC Que Choisir avec, alors exceptionnellement aujourd'hui, monsieur Bernard Desandré sera en direct, mais pas dans les studios. Et il sera accompagné de monsieur Gilles Bergogne. Gilles Bergogne, eh bien, bénévole et adhérent UFC Que Choisir. Gilles, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Edith. Alors, on casse les protocoles. Hein. Oui. On dit bonjour en premier Oui. à Gilles et puis on salue le président de suite. Oui. Après, Bernard Bonjour. Desandré, bonjour. Bonjour. Bonjour Bernard. Protocole. On casse tous les protocoles. Exceptionnellement, aujourd'hui, Bernard, il n'y aura pas de questions directes à l'antenne puisque nous sommes en direct avec vous par téléphone, mais il y aura l'émission UFC Que Choisir. Comment allez-vous, Bernard ? Très bien, merci beaucoup. Merci. Une grande émission aujourd'hui qui porte bien ça sur le voisinage, les problèmes de voisinage, une émission qui touche tout le monde. Quoi qu'il en soit, UFC Que Choisir Nîmes donne toujours eh bien des émissions pour ses adhérents, pour les personnes sur des problèmes qui touchent plus ou moins toutes les personnes. Je vous laisse faire la présentation de l'émission peut-être. Merci Edith. Bonjour Gilles. Salut Bernard, bonjour. Et désolé de ne pas être présent physiquement. Oui, tu nous manques. Je le reconnais. Edith aussi en parlait. Tu nous manques, mais tu es là présent par la voix, tout à fait. Voilà, tout à fait. Bien, alors aujourd'hui, comme Edith l'a indiqué, on va regarder un petit peu les problèmes de voisinage. Alors il y a beaucoup de sujets, parfois de tensions entre voisins, que ce soit en maison individuelle ou en appartement. Et juste un peu en introduction, en préambule, je voulais juste préciser effectivement que UFC Que Choisir intervient bien sûr pour ses adhérents, mais traite en général au travers d'un certain nombre de codes, dont notamment le code de la consommation, de litiges entre une personne physique, donc nos adhérents, et un fournisseur de biens ou de services. Entre deux personnes physiques, normalement... On n'intervient pas là. On n'intervient pas. Mais il y a un mais, c'est qu'il y a beaucoup de nos adhérents qui viennent nous voir en nous disant j'ai un souci avec mon voisin, un problème de délagage, un problème de mur, un problème de bruit, etc., etc. Et donc on est là quand même malgré tout pour donner des conseils, voilà. d'aller, disons, dans la bienfaisance, d'être pas gentil, mais d'être tolérant. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses. Bien sûr, c'est la meilleure des choses et c'est ce qu'on essaye systématiquement, tu as raison de le souligner Gilles, de traiter les choses à l'amiable. Alors je vous donnerai quelques petites solutions, mais avec des gens qui sont parfois un peu procéduriers ou un peu difficiles, je dirais, il n'y a pas d'autre solution que d'aller devant la loi. Alors on va essayer d'aborder plusieurs thèmes. Qui sont quand même des thèmes un peu récurrents, je dirais, un peu classiques. Tout d'abord, les aspects liés aux nuisances sonores. Ça, c'est une première chose. Hein. C'est vrai que ça peut être particulièrement pénible. Les problèmes de vue aussi, si jamais vous avez une fenêtre qui donne chez vous. Est-ce qu'elle a été installée dans les règles, en fonction des distances légales, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Le problème du bornage et des clôtures, ça c'est également un sujet qui peut porter à litige parce que c'est pas toujours évident et Dieu sait si la propriété privée est quelque chose de parfois un petit peu exacerbé. Oui. Ensuite on parlera de tout ce qui concerne la mitoyenneté, c'est-à-dire les murs séparateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un mur mitoyen? Qui est chargé de l'entretien, de la réparation, etc.
et on regardera un peu tout ce qui est relatif au débroussaillage. Et ça, il faut commencer à s'en soucier parce que le printemps arrive, les choses poussent et comme vous le savez, dans notre région, il faut quand même être extrêmement prudent. Vigilant. Et il y a un certain nombre d'obligations, notamment au niveau de l'entretien des différentes parcelles et ça peut conduire aussi à des conflits. Alors il y a deux autres sujets qui peuvent être aussi intéressants, mais je pense que on en parlera que très rapidement, c'est le problème en copropriété. Quand un copropriétaire fait des travaux, par exemple, sans autorisation, comment faire? Ça, il y a en général des syndics qui peuvent être saisis. Et donc là, pareil pour les nuisances, on passera relativement rapidement parce que c'est un sujet particulier qui peut être traité directement par les syndics. Eh bien Bernard, les auditeurs ne peuvent pas passer directement à l'antenne, mais ça ne les empêche pas de composer les numéros du standard et de laisser une question. Nous avons déjà une première question. Est-ce que je peux vous la suggérer ? Donc, j'ai Madame Wanda de Nîmes qui nous dit « Mes voisins ont une vue plongeante sur ma piscine. Cela me gêne quand je me baigne. Que puis-je faire ? Ma piscine a été construite après, bien sûr. Est-ce que je risque des ennuis si je fais, moi et mes enfants, trop de bruit pendant l'été ?» Alors ça, c'est effectivement une première question. Bon, on va répondre tout de suite parce que je vais la développer après les problèmes de bruit. En fait, il y a en fait deux questions dans deux aspects dans cette question. Le premier, c'est la vue plongeante, effectivement. Il faut savoir qu'il y a une réglementation très précise. Ça dépend bien sûr des règles d'urbanisme de la ville dans laquelle se trouve Madame Wanda. En fait, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Ne tenter parce que je comprends que sa piscine a été construite après. Donc, la fenêtre existait sans doute avant. Donc, si elle a été, posée et conçue dans les règles au niveau des distances, etc., il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je pense pas que... Oui, d'autant plus qu'elle a eu l'autorisation donc de la mairie pour construire sa piscine. Voilà. À elle de balustrer. En plus, absolument. Je suppose qu'il y a eu aussi une autorisation pour la piscine. Bon. Voilà. Après, que si elle se baigne, peut-être, alors je sais pas, peut-être que c'est le fait de se baigner de manière un peu décontractée, je dirais, entre guillemets. Est-ce qu'elle se baigne sans maillot ? C'est ça le problème aussi, peut-être. Voilà, normalement non, je pense que non, normalement non. Mais bon, après, ça peut être une atteinte. Ça peut effectivement la gêner. Alors quant au bruit, c'est normalement quand il y a des enfants dans une piscine, c'est normal, ça plonge, ça fait du bruit, ça. Mais si c'est pendant la journée, c'est, je dirais, un bruit de la vie ordinaire. C'est pas un tapage nocturne. C'est vrai que s'il y a une fête importante, ça peut poser difficulté. Mais les bruits de la vie courante, normalement, doivent être supportés. Il ne faut pas non plus être excessif. Mais à mon avis, elle ne risque rien, pas grand-chose, ni même rien du tout, si ces enfants font un peu de bruit. Pendant l'été, c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, Bernard, elle est tenue à avoir une décence vestimentaire, puisque si jamais elle faisait du naturisme, il faudrait qu'elle protège la vue de ses voisins, quoi qu'il en soit, même si elle est chez elle. Je dirais que les voisins, ils n'ont qu'à pas regarder. Hein. Non, parce qu'elle est chez elle, c'est un domaine privé. C'est un domaine privé, donc normalement, il ne devrait rien pouvoir se passer. C'est pas comme si elle faisait de l'exhibitionnisme dans la rue, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est un domaine privé. Non, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Il n'y a pas de contrainte normale, puisqu'on est dans un lieu privé. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, après, si le voisin est particulièrement prude ou fait... l'empêche de se baigner, il faudrait quand même qu'il soit quand même particulièrement procédurier, quoi. Mais Bernard, aussi je pense également que dans cette situation-là, c'est encore une fois être tolérant, compréhensible. Il serait bien dire à Madame Wanda
qu'elle se rende, si elle veut faire une fête le soir avec ses enfants, en dehors des heures, je dirais, de journée, si durant l'été, si elle décide de faire une petite fête avec des voisins et qu'elle signale à Madame Wanda que aujourd'hui, ce soir, il y aura une fête jusqu'à 23h, 24h, et donc il risque d'y avoir un peu plus de bruit que d'habitude. Oui, éventuellement, tout à fait. Alors, bon, on va en parler un petit peu en détail. C'est vrai que au niveau des bruits, il faut qu'il y ait, en fait, si vous voulez, plusieurs critères qui soient réunis. C'est la durée, d'une part, c'est l'intensité, et ça, c'est la répétition. Si Madame Wanda reçoit ses enfants ou ses petits-enfants de temps en temps et qu'ils font du bruit de manière même un peu intense sur une durée limitée, normalement, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si c'est tous les jours, toute la journée, et avec une intensité très forte, systématique, tout au long de la semaine, là, effectivement, il faut commencer un peu à s'inquiéter. Absolument. Et à faire des efforts pour réduire un peu les nuisances pour les voisins. Mais à partir du moment où je dirais, entre guillemets, anodin, de durée limitée, d'intensité moyenne, et pas tout le temps répété tous les jours pendant 3 mois d'été, normalement, il faut avoir parce que également, Bernard, je me permets, de par nature, une piscine, les enfants, ça crie. Ça me paraît normal, me semble-t-il. Bien sûr, absolument. Donc de ce côté-là, je pense qu'il ne doit pas y avoir de difficultés majeures. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'on parle souvent de troubles anormaux de voisinage. En fait, la notion de trouble de voisinage n'est pas définie par la loi. C'est une création des juges. Donc, normalement, les nuisances, ça peut être quoi? Ça peut être des odeurs gênantes, des bruits qui perturbent la tranquillité des voisins et qui doivent, encore une fois, être durables et ou répétés. Bien sûr, si jamais, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les choses sont intenses, répétées et quasiment tous les jours ou toutes les semaines, là, oui, effectivement, il peut y avoir des soucis. Mais encore une fois, c'est surtout la discussion qui peut permettre de limiter, encore une fois, les soucis entre voisins. Voilà. Bien. On peut aussi aborder le cas des livraisons. Ça peut être important dans le cas de quand on est en ville, dans un appartement. En général, le cas des livraisons, c'est vrai que les gens arrivent tôt le matin. C'est plutôt encadré par un arrêté municipal. Donc ça, il faut se renseigner au niveau de la mairie. S'il n'y a rien qui a été décidé par la mairie, il faut peut-être proposer au maire de prendre effectivement un arrêté municipal pour éviter ce genre de désagrément. Voilà. Bernard, aussi, puisque tu parles de livraison, je pense également, moi, comment dirais-je, au déménagement. Lorsque des gens déménagent et occupent donc la voie publique pour que le camion de déménagement soit à proximité immédiate de son appartement, après les étages, ça c'est autre chose, mais déjà le camion ne peut pas être stationné à une centaine de mètres s'ils ont des meubles à porter, etc. Donc il faudra peut-être... c'est un arrêté préfectoral municipal, peut-être un arrêté municipal, ça je ne sais pas, j'avoue. Qu'il faut demander, oui. Mais en fait, en général, il y a des problèmes à la fois de stationnement, de camions de déménagement, et en fait, quand on déménage, c'est une fois. Hein, voilà, exactement, c'est qu'une fois. C'est pas quelque chose qui se répète. Qui est répétitif, tout à fait, oui. C'est exceptionnel. L'autorisation d'occupation du domaine public, c'est la mairie qui le décide. Donc, si vous savez à quel moment vous déménagez, ça va durer en général une journée, vous allez à la mairie, vous demandez une autorisation d'occupation du domaine public pour le camion qui vous déménage, et ça dure la journée, et après, normalement, c'est terminé. En plus, les voisins peuvent tout à fait comprendre, effectivement, ce genre d'obligations et de contraintes, dans la mesure où c'est très restreint, et c'est, encore une fois, pas du tout répétitif, bien sûr. Vous n'allez pas déménager 3 fois par semaine, c'est évident. Alors, c'est vrai que je parlais des bruits.
Et tout à l'heure, dans la question de Madame Vanda, il y avait effectivement le bruit éventuellement des enfants. Il faut bien comprendre ce que peut constituer un bruit excessif et un bruit qu'on peut qualifier de comportement. Les bruits de comportement, c'est les cris des enfants ou les cris des animaux, des choses comme ça. Ça, normalement, je dirais, ça fait partie un peu de la vie. On vit, donc on bouge, donc on fait du bruit, on occupe l'espace. Un bruit excessif, là, encore une fois, si le critère de durée, d'intensité et de répétition sont constatés, et ça, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, on ne parle pas de tapage nocturne, mais si ces critères sont entre guillemets respectés, là, effectivement, on peut considérer qu'on arrive à un bruit excessif. Si, encore une fois, vous faites fêter le 31 décembre, c'est qu'une fois par an, là, vous allez faire du bruit. Voilà. Bon, ça va pas se répéter tout le temps, ça va se répéter une fois par an. Donc ça, normalement, ça doit normalement être supportable. Par contre, si vous faites une fête tous les week-ends, jusqu'à 4h du matin, tous les week-ends, le samedi, avec des bruits incessants, avec un tapage, entre guillemets, nocturne, d'une durée importante, d'intensité importante, et répété donc tous les week-ends, là, effectivement, vous pouvez commencer à documenter, je dirais, ce litige. D'abord, à aller voir votre voisin et lui expliquer gentiment les désagréments que vous subissez. Et je vous donne une recette qui marche assez souvent, c'est d'inviter le voisin à venir chez vous et à venir constater le bruit qu'il fait. Et vous verrez que, je dirais que l'empathie, elle fait parfois des miracles. Il va se mettre à la place à votre place, et il va constater effectivement que, n'étant pas invité, ça fait du bruit et que ça peut éventuellement causer des nuisances importantes et même parfois insupportables, c'est vrai. Voilà. Bernard, je voudrais rajouter, si tu le veux bien, on parle de bruit entre voisins, entre voisins. Le souci que peuvent rencontrer les gens à la vue, c'est-à-dire de la vue des encombrants que l'on appelle là. Et les encombrants, c'est un service de la mairie qui récupère tous les encombrants que vous ne souhaitez pas garder chez vous et que vous mettez à proximité de votre domicile. Je parle là d'habitation, pas aussi également, je pense que ça peut être pour les immeubles, ça peut être pareil. Mais sachez qu'il faut savoir que la vue d'encombrants peut peut-être gêner quelquefois des voisins, mais c'est pour ça que je le dis à nos auditeurs, il ne faut pas je veux dire, il faut comprendre que les encombrants, les services municipaux sont au courant qu'il y a des matelas, des objets un petit peu encombrants et qui seront récupérés. Je crois que c'est sur Nîmes par exemple. Je pense qu'ils passent le service d'encombrant une fois par semaine. Je dis ça tout à fait, je ne suis pas certain, mais voilà. Non. Voilà. Effectivement, la métropole qui a l'obligation effectivement de collecter les encombrants et il suffit tout simplement de contacter la métropole. Voilà, c'est ça, oui. Dire à telle adresse je dépose un matelas, une vieille armoire, peu importe, et de mettre dessus, à Paris ça se fait comme ça, on met un numéro dessus et il n'y a pas de souci, normalement il n'y a pas de souci, les services de la mairie viennent pour retirer les encombrants. Et ça se fait de manière très 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 rapide. Ah oui, tout à fait. Et en plus, c'est vrai que de voir ces encombrants dans les rues, mais ça fait pas tellement. C'est quand même assez désagréable. Oui. C'est pas très propre. Je me permets de venir vous perturber, vous couper. Priorité aux questions, excusez-moi Bernard, oui. Mais j'ai un monsieur de Calvisson, monsieur Bertrand, qui nous dit mon voisin passe sa tondeuse sous mes fenêtres, souvent le week-end, et en plus de ça, tôt le matin. Ça fait du bruit et cela me réveille. Que faire ? Ah, ça c'est vrai que, surtout en ce moment, avec, encore une fois, la pluie qui arrive et les choses qui poussent, c'est vrai que... On en a parlé. Normalement, le week-end,
il y a des tolérances pour que vous puissiez passer votre tondeuse le samedi. Mais le dimanche, c'est d'ailleurs comme tous les bruits un peu liés à des chantiers, des choses comme ça. Normalement, il y a un arrêté préfectoral qui stipule à quel moment vous pouvez, entre guillemets, faire du bruit, ou une entreprise qui vient chez vous peut faire du bruit. Et normalement, les dimanches et jours fériés, ce type de bruit intense ou d'engins de chantier, de choses comme ça, normalement est interdit. Alors, si malgré tout votre voisin en fait, que ce soit un dimanche ou un jour férié, pour le faire cesser, il n'y a pas 36 solutions, il faut appeler la police municipale qui vient constater effectivement le bruit d'une part et qui peut verbaliser aussi, qui peut verbaliser si jamais la personne continue malgré tout à faire ces bruits. Donc normalement vous pouvez intervenir. Alors, encore une fois, c'est mieux de le dire directement pour éviter de déranger la police municipale, bien sûr, mais c'est une solution qui s'offre à vous si jamais effectivement votre voisin est réfractaire à ce genre malheureusement d'obligation. Oui, puisqu'il y a des décibels à ne pas dépasser, il me semble, en week-end. Ouais, oui, mais bon, vous savez, il y a deux niveaux. Quand on arrive au début, je pense que de toute façon, la police municipale, quand elle vient constater, même sans avoir un appareil de mesure de bruit, elle peut voir et comprendre tout de suite, par l'intensité du bruit, la gêne que ça peut occasionner. Donc elle peut très bien venir constater, considérer effectivement que le bruit est excessif et verbaliser. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, si effectivement ça devient récurrent, et que vous, malgré vos essais de médiation avec le voisin, ça ne donne rien, là, vous pouvez commencer éventuellement effectivement à documenter ce litige, c'est-à-dire à lui envoyer une lettre, ensuite, s'il n'y a toujours pas de réponse, lui faire une mise en demeure, de faire cesser ces bruits, ensuite de faire des mesures, peut-être, de décibels, effectivement, et ensuite peut-être de faire un constat d'huissier, etc. Et ensuite, peut-être encore de suggérer éventuellement une action avec un médiateur ou avec un conciliateur. Un conciliateur, oui. Si ça ne va pas, d'aller éventuellement directement dans les tribunaux. Et c'est pour ça qu'il faut y aller, je pense... Mais il faut y aller modérément, en fait, par étapes, je pense, par Bernard. Étape, voilà, parce que menacer du tribunal. Si le gars, la police municipale vient et il se voit infliger une amende, enfin, il va pas très bien être très content, le gars. Donc c'est toujours pareil, le privilégier, je vais le répéter peut-être plusieurs fois tout au long de cette émission, mais privilégier le contact amiable, de venir lui dire, voilà, venez écouter ce que ça fait, votre tondeuse, etc. Est-ce que vous le supporterez, vous? Alors là, le gars, il se mettra à votre place, peut-être que, ou la personne, en fait. Privilégier le contact, je pense. Oui, absolument. Privilégier le contact, absolument. Alors, oui, je disais que les constats en plus faits par la police, c'est en général un officier de police judiciaire qui peut conduire à la verbalisation. C'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de l'ensemble des droits et devoirs. Des mesures qu'il existe. Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, Une autre question qui a été posée par ce monsieur, qui nous dit que son voisin de plus a l'air d'un bricoleur forcené et fait conduire des petits engins de chantier tels que des tractopelles, des mini-pelles, avec des amis qui ont plutôt l'air d'ouvriers pour faire des travaux parfois importants pour faire cesser ces bruits intempestifs en semaine et pendant le week-end. Alors là, incroyable. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. C'est l'arrêté électoral qui donne effectivement autorisation entre guillemets, de faire du bruit pour un chantier, par exemple, entre, je crois que c'est entre 7h du matin et 20h le soir, ou 19h, je ne sais plus.
mais avec une interdiction stricte de faire ces bruits pendant le dimanche et les jours fériés. Donc il y a des gens qui peuvent intervenir le samedi normalement. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui interviennent le samedi, c'est pour ça que je suis un peu étonné, mais bon. Mais en tout cas, il y a un arrêté préfectoral que l'on peut consulter sur le site de la préfecture, qui vous donne toutes les indications sur les heures, sur pas forcément l'intensité des bruits, mais surtout les heures pendant lesquelles ce type d'activité, donc de bruit, doit être malheureusement supporté par le voisinage. Mais Monsieur Bernard, excuse-moi, mais Monsieur Bertrand, il dit intempestif en semaine. C'est ça, Edith? Oui, tout à fait. En semaine. En semaine, si vous achetez un terrain qui est constructible à côté des habitations, s'il n'y a pas des chantiers, des engins de chantier, ne serait-ce que pour les fondations, etc., qui interviennent, comment le gars, la personne peut construire sa maison? Je ne vois pas trop comment... C'est vrai, il faut être un peu aussi tolérant. Mais là encore, ce type de souci est réglé par l'arrêté préfectoral. Absolument, oui. Il stipule l'intervalle dans la journée où ce type de bruit est autorisé. Et encore une fois, je crois que c'est entre 7h du matin et 7h du soir ou 20h. Donc ça laisse largement le temps de faire des travaux. De faire ces travaux. Hein. Bien sûr, il ne faut pas le faire la nuit. Mais bien sûr. Bien évidemment. Mais si les horaires sont respectés, normalement, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Bernard, Gilles, je vous propose peut-être de faire une petite pause musicale et puis de se retrouver de suite après parce que nous arrive encore une question. Une autre question. Alors, d'accord. une question que l'on posera en retour d'antenne, juste après notre pause musicale. À tout de suite. À tout de suite. Retour antenne dans votre émission, la grande émission UFC Que Choisir avec Monsieur Bernard Desandré et Gilles Bergogne. Bernard, retour à l'antenne après cette petite chanson de Calogero. Oui, on a parlé du printemps qui arrivait et de la végétation qui reprend ses droits, donc on va parler bien sûr tout à l'heure du débroussaillage, mais avant je souhaitais aborder un point que j'ai évoqué en début d'émission qui est le bornage, et notamment tout ce qui sépare en fait deux propriétés. Et en particulier, souvent on nous pose la question comment reconnaître un mur mitoyen d'un mur qui ne l'est pas, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a un principe de base, c'est que normalement, le mur qui sépare deux propriétés, d'office, il est considéré comme mitoyen. C'est un principe de base. Donc, à la limite, vous n'avez pas à vous poser de questions. Si quelqu'un vous dit ce mur m'appartient, bon, il est mitoyen, sauf, bien sûr, si une des deux parties peut prouver qu'il lui appartient. Et la preuve doit être donnée par un document... un arrêté notarial. Voilà, soit c'est... Non, je dis ça parce que ça m'est arrivé, Bernard. Donc, en ayant acheté un terrain qui était... voilà. Ouais. Où vous avez un document qui est enregistré et qui prouve... Qui prouve que le mur vous appartient. Voilà. Alors, ça peut avoir des conséquences importantes parce qu'il faut savoir qu'un mur mitoyen, ce sont les deux propriétaires qui doivent bien sûr participer à son entretien. Donc s'il y a un problème quelconque, un mur de clapasse par exemple, ça arrive souvent dans nos régions, qui tombe pour une raison ou pour une autre, eh bien si c'est un mur mitoyen, vous devez... les deux propriétaires doivent participer à... Les frais sont divisés par deux. De remise en état, ça, c'est sûr. Par contre, s'il n'y a qu'un seul propriétaire, bon, ben là, c'est le propriétaire du mur qui, bien sûr, doit le réparer. Voilà. Donc, c'est un droit qui est quand même relativement bien encadré. Et bien sûr, vous avez la possibilité de mettre sur votre terrain une séparation, hein, que ce soit un grillage ou que ce soit un mur. Alors maintenant, après, est-ce que les frais doivent être là quand vous créez un grillage ou un mur à frais partagés? Ça, c'est
c'est à voir, chaque cas est un cas particulier, c'est à voir avec votre voisin, bien évidemment. Vous aviez une question, Edith, peut-être Eh bien oui, écoutez Bernard, on va rester dans la mitoyenneté, dans le bornage, Oui. parce que j'ai monsieur Barnabé de Nîmes qui nous dit « Je soupçonne mon voisin d'avoir déplacé une borne pour empiéter chez moi et mettre un grillage plus loin Oula. que prévu. Il me dit qu'il n'a rien touché, le bornage a pourtant été fait par mon ancien propriétaire avant que j'achète, il y a 10 ans. Comment faire pour être sûr que je ne me fais pas avoir ?» Vous voyez, ça se rapporte un petit peu. Hein. Oui. Alors, on avance un peu là. Justement, ça tombe bien parce que je comptais parler du bornage, qui est un droit encadré et qui est quand même assez précis. Et en fait, on me dit que ça fait une dizaine d'années que le bornage est fait. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document officiel, le bornage. Normalement, c'est fait par des professionnels, donc des géomètres experts, qui sont des personnes assermentées et qui dressent ce qu'on appelle des procès-verbales de bornage, qui sont normalement signés et acceptés par tous les propriétaires concernés. Et donc c'est un document qui fait foi. Donc en fait, en plus du procès verbal qui stipule les numéros de parcelles, les noms des propriétaires, etc., qui doivent bien sûr signer officiellement le document, et ça c'est le géomètre qui s'en occupe. Il faut savoir qu'il y a des bornes, bien sûr, qui sont placées et qui délimitent de manière précise le terrain. Alors, vous me dites, je comprends qu'il y a peut-être des bornes qui ont été déplacées. À mon avis, c'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où il y a un document, si le bornage a été fait correctement. Dans tous les bornages récents, je dirais, une dizaine d'années, ça existait déjà, les GPS. Il faut savoir que sur les documents de bornage, depuis maintenant, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, les bornes sont repérées par les coordonnées GPS. Donc, même si une borne a été déplacée, de manière intentionnelle ou pas, peu importe, Ça se il faut voit. savoir qu'elles sont normalement géoréférencées dans le document de PV. Donc, si vous avez un soupçon quelconque au niveau d'une borne en pensant qu'elle a été déplacée de manière malveillante, c'est facile, c'est facile. Il suffit de vérifier au niveau de votre PV de bornage si les coordonnées qui sont indiquées, les coordonnées GPS qui sont indiquées sur les documents de bornage sont les mêmes que celles qui seront relevées sur la borne litigieuse. Voilà. Oui, mais alors, Bernard, excusez-moi, mais si la personne n'a pas ce PV de bornage, si le PV de bornage a été fait avant l'achat, que doit-il faire? Est-ce qu'il peut retrouver... Il faudrait se renseigner là directement auprès de la société ou du géomètre qui a fait le bornage à l'époque. Donc, il faut savoir que normalement un bornage, il est théoriquement officiel, et donc normalement on peut être amené éventuellement à saisir les tribunaux si vraiment on a des soupçons importants pour faire ou refaire le bornage. Mais dans ce cas-là, il faut être sûr de son fait. Et là, faire très attention, parce que ça peut être considéré comme un abus, éventuellement, ou d'acquisition. mieux éviter effectivement d'accuser les gens de manière indue. Mais normalement, ça doit pouvoir aussi se régler. Donc normalement, il faut éventuellement recontacter le cabinet de géomètre qui a fait le bornage. D'accord. Le cadastre ne fait pas foi de bornage. Alors le cadastre, c'est plutôt un document fiscal que géomètre. C'est pas du tout un document qui stipule. Il y a les surfaces, bien sûr, il y a les numéros de parcelles, mais ce n'est pas un document qui fait foi en termes
de surface exacte, je dirais, et ni au niveau de la localisation. Hein. Par contre, il peut y avoir sur les documents de cadastre d'indiquer, par exemple, si un mur est mitoyen ou pas. Si on voit deux petits traits en face de l'élément de séparation, eh ben là, on peut considérer effectivement que le cadastre indique que le mur est mitoyen. Mitoyen, ouais, d'accord. Mais au niveau de la définition de l'emprise de la parcelle, c'est le bornage Le géomètre. Et pas le cadastre, qui encore une fois est un document plutôt fiscal. Pour le fiscal, ouais, pour les taxes Notamment pour les taxes et les noms des propriétaires, etc. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce que je conseillerais à monsieur Barnabé, c'est effectivement, voilà, je pense que si, de mémoire, c'était 10 ans, si c'était 10 ans, je pense que 10 ans, il n'y a pas de souci, ça se faisait déjà à l'époque, les bornages, enfin, du moins le repérage des bornes avec les coordonnées GPS. Donc, avant, ça se faisait par triangulation, hein, et normalement, il doit y avoir aussi la possibilité de retrouver la position exacte des bornes sur le terrain. Effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le GPS. Hein. On a un positionnement automatique instantané. Avant qu'on utilise ce type de technique, on utilisait la triangulation, c'est-à-dire à partir d'un repère un peu éloigné, de faire une triangulation. Enfin, je ne rentre pas dans le détail technique, mais c'est par rapport à un repère existant de définir et déterminer la position d'un autre point. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long à faire, mais ça se fait. On peut revérifier, effectivement, des bornes. C'est ce qui se fait maintenant encore quand on ne peut pas utiliser les GPS, mais maintenant ça devient quand même assez rare. Ce système d'utiliser la triangulation, c'est quelque chose de tout à fait courant, hein, et qui était utilisé il y a bien longtemps, hein, bien évidemment. Donc, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Bernard, moi j'aurais une question un petit peu embêtante, hein, on va dire. Le géomètre qui a fait le bornage n'existe plus, les documents ne sont pas là. Comment est-ce que je peux savoir si le bornage est bon ou pas? Est-ce que je dois refaire un bornage? Mon voisin a forcément un bornage, mais si je fais... Alors, je vais vous poser deux questions en une. Si je fais faire un bornage et que le bornage est totalement différent de ce que mon voisin a, qui a raison? Normalement, théoriquement, on ne peut pas refaire de bornage. Le bornage, on le fait une fois pour toutes. Sauf s'il y a bien sûr une partie de la parcelle, etc. Donc ça, c'est autre chose. Hein. Mais normalement, on ne peut pas refaire un bornage. S'il y a un doute quelconque, enfin, il faut vraiment un doute sérieux, très sérieux. À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous entendez avec votre voisin et vous faites revenir un géomètre. Un géomètre, ouais. Et si vraiment il y a une différence, ben là, encore une fois, il vaut mieux essayer de travailler, je dirais, de concert avec votre voisin et de faire quelque chose à l'amiable, je dirais, de refaire un bornage complémentaire ou additif, mais encore une fois, on ne peut pas normalement refaire un autre bornage, mais il faut avoir le document initial. Normalement, ce sont des documents qui sont publiés officiellement, qui sont normalement chez les notaires, qui sont normalement aussi attachés aux actes de vente. Donc, normalement, ça ne devrait pas disparaître. Hein. Ça ne devrait pas disparaître. Donc, on doit pouvoir le retrouver. Donc, si c'est pas vous qui l'avez, c'est peut-être votre ancien voisin. À ce moment-là, il faut le consulter avec lui. Et si jamais, par malheur, vous êtes en litige avec lui, s'il y a éventuellement un souci là-dessus, vous pouvez éventuellement aller jusqu'au bornage judiciaire. C'est-à-dire que c'est le juge qui décide, non pas de faire un bornage, mais de nommer un expert et de refaire
un nouveau bornage. Et en général, le juge qui désigne un géomètre expert et qui remet son PV, en général, le juge se range à la décision ou du moins à la proposition de l'expert géomètre qu'il a nommé. Donc après, on rentre dans une phase... Mais ça engage des frais, Bernard, ça, non? Qui est un peu plus lourde et qui génère des frais, bien sûr. Voilà. Des frais qui peuvent être un peu lourds, effectivement. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on essaye de proposer et de, je dirais, inciter les gens à essayer de se parler et de résoudre les choses à l'amiable. Voilà. Merci Bernard. Juste avant de parler d'un autre sujet, puisqu'il y a, vous l'énonciez en début d'antenne, on va faire une nouvelle pause musicale et puis on partira sur le débroussaillage peut-être. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument d'accord. Merci Bernard. Gilles, Bernard, on se retrouve de suite après. Ok. Place à une pause musicale avec Stevie Wonder. Allez. Nous voici de retour dans votre grande émission, la grande émission UFC Que Choisir avec Monsieur Bernard Desandré et Gilles Bergogne pour les problèmes de voisinage. Avant de partir sur le débroussaillage, Bernard, peut-être pourrions-nous rappeler les coordonnées de UFC Que Choisir Nîmes? Absolument, Gilles va se faire un plaisir de vous les redonner. Oui, vous voulez donc l'adresse 65 avenue Jean Jaurès. Oui. Le téléphone, je ne l'ai pas en tête, je vais vous le donner, quelques secondes. Alors, on va partir sur le débroussaillage. J'aurais dû vous prévenir hors antenne pour vous donner tous ces éléments peut-être. Alors, au niveau du débroussaillage, peut-être Madame Françoise, prendre l'appel de Madame Françoise de Bouillargues, qui nous dit que ses voisins, après le débroussaillage, brûlent leurs déchets. Ils lui disent qu'ils ont le droit tant qu'il n'y a pas de risque d'incendie, sauf en été. Est-ce vrai? C'est faux, c'est pas vrai. Ils n'ont pas le droit de brûler. En France, le brûlage des déchets, de tonte ou de débroussaillage, le brûlage est interdit, encore plus dans le Gard. À partir du moment, il y a d'ailleurs un arrêté préfectoral qui a été pris à ce sujet, et là j'invite les voisins de Madame Françoise de Bouillargues d'aller sur le site de la préfecture. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit de brûler ça, quelle que soit la période de l'année. Que ce soit en décembre ou en janvier, où on peut dire « Ah bah, il n'y a pas de risque ». Non, on n'a pas le droit. À partir du moment où vous avez une déchetterie qui est à côté de chez vous, vous n'avez pas le droit de brûler. Vous devez impérativement amener tous les déchets, et c'est la prudence minimale, hein, bien évidemment. Vous devez amener tous vos déchets à la déchetterie. C'est fait pour ça. Et en plus, ça permettra de maintenir de bonnes relations avec vos voisins, parce que quand vous avez un feu sous vos fenêtres qui brûle un jour ou deux ou trois, qui empeste, et qui c'est quand même relativement désagréable. Hein. Non seulement ça pollue aussi. Du reste, c'est ce que nous disait Madame. Vous aurez de meilleures relations avec vos voisins. Voilà, la fumée. C'est interdit de brûler. Il faut le répéter. Hein. Et c'est pas Gilles Bergogne, qui est ancien pompier, qui va me contredire. Non, d'autant plus que j'approuve totalement ce que tu dis, Bernard, parce que les déchetteries, dans leur immense majorité, sur Nîmes et ailleurs, ont des bennes qui reçoivent tous ces déchets-là de débroussaillement, des branches, etc. Tout ça, c'est prévu et il n'y a aucun souci et c'est gratuit. Voilà, il n'y a que le transport à effectuer et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème, quoi. À mon avis, enfin, c'est mon avis et j'en suis certain d'ailleurs en plus. Alors, puisque j'ai la parole, parce qu'avec toi c'est difficile de parler, Bernard, j'ai la parole. Les coordonnées donc de l'UFC Que Choisir Nîmes, 04 66 84 31 87 et au 65 avenue Jean Jaurès. Merci Gilles, et c'est vrai qu'il est difficile d'avoir, même à distance, Monsieur Bernard Desandré. Ah non mais, mais de quoi on le reconnaîtrait plus sinon. Alors, juste pour terminer, parce que je vois qu'on n'a plus que 5 minutes, oui. on
peut conclure là-dessus sur le débroussaillage et l'élagage. Il faut savoir effectivement que c'est une obligation légale dans certaines régions en France qui subissent qui ont des risques d'incendie importants. En Occitanie, en zone urbaine par exemple, quand il y a un PLU, le débroussaillage doit se faire en général sur l'intégralité de la propriété. S'il n'y a pas de PLU, c'est au moins 50 mètres autour des constructions de toute nature. Et quand c'est en zone non urbaine, les 50 mètres peuvent être portés à 100 mètres, oui, tout à fait. Renseigner à la mairie, bien sûr. Et c'est une obligation mutuelle. C'est-à-dire que si vous considérez que votre voisin il n'a pas débroussaillé, etc., vous pouvez soit l'aider, soit faire le débroussaillage à sa place. Mais il faut quand même avoir son autorisation. L'autorisation d'entrer dans son terrain ou dans sa propriété. Sinon, vous alertez la mairie qui agira comme pour un défaut de débroussaillage. Et il faut savoir que la mairie peut lui adresser une lettre recommandée avec une mise en demeure d'exécution. Et s'il n'y a toujours rien de fait, il pourra peut-être avoir une amende qui peut aller jusqu'à 30 € le mètre carré non débroussaillé. Donc ça peut au final coûter cher. Même si c'est un terrain nu, Bernard, qu'il n'y a pas d'habitation dessus, est-ce que ce n'est pas le propriétaire de la maison qui est tenu à débroussailler? Même si c'est un terrain nu, parce qu'il peut y avoir des habitations à côté qui risquent un incendie si jamais le terrain non construit brûle. Ça se propage très très vite, surtout quand il y a du vent. Donc il faut faire extrêmement attention parce que les peines peuvent être très lourdes. Ne pas débroussailler, c'est une infraction de 4e voire de 5e classe. Notamment par exemple à côté de camping, de lotissement. Absolument, voilà. Oui. Et l'infraction peut être simplement constatée par un policier municipal. Et l'amende, ça peut être cher, ça peut aller de 750 à 1500 €. Alors c'est le tribunal de police qui sanctionne à ce moment-là, mais ça peut coûter très très cher. Et en plus, il peut y avoir des risques quand même très importants pour le voisinage. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Beaucoup d'attention. Et on terminera, alors si vous me le permettez, avec ces fortes chaleurs et une question, est-ce qu'une copropriété peut-elle interdire de mettre une clim avec les chaleurs qui sont de plus en plus intenses l'été? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors tout dépend du règlement de copropriété. C'est en fait l'Assemblée générale des copropriétaires qui décide. Et si dans le règlement de copropriété, il est indiqué qu'il est strictement interdit d'installer des climatisations qui font beaucoup de bruit, c'est vrai, on revient au sujet initial, le bruit. Nuisance. Si le règlement de copropriété indique qu'il ne faut pas mettre de clim, vous n'aurez pas le droit de mettre de clim, puisque pour mettre une clim, il faudrait avoir une autorisation particulière qui déroge au règlement intérieur, et à ce moment-là, il faudrait effectivement avoir l'autorisation expresse de l'Assemblée générale. Et si l'Assemblée générale vote contre, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, malgré tout, vous pouvez vous exposer à une remise en état, c'est-à-dire à être obligé de l'enlever, cette climatisation. Donc c'est à chaque fois un cas particulier qui dépend effectivement des autres copropriétaires, et c'est vrai que ça va être de plus en plus difficile à maintenir cette position parce que réchauffement climatique aidant, les choses sont de plus en plus pénibles. C'est dommage, Bernard, on n'aura pas le temps de développer, mais même sur des bâtiments qui ne sont pas sur des copropriétés, s'il y a des cahiers des charges au niveau de la mairie, au niveau de la ville et du département, il me semble que là également, on n'a pas le droit de poser sur un mur des éléments qui peuvent nuire au cahier des charges, non? Mais en fait, on revient toujours au niveau du problème de bruit, c'est la répétition, c'est l'intensité, etc. C'est la vision et aussi. Donc, c'est la nuisance. Donc, si vous mettez une clim qui fait énormément de bruit, là aussi, vous pouvez être ennuyé par un voisin procédurier, c'est évident. C'est vrai que de plus en plus, les fabricants font des efforts, et les bruits émis par les climatisations, surtout par les compresseurs, sont de plus en plus réduits.
Donc là, après, c'est une question d'appréciation, effectivement. Bernard, il va falloir se séparer. Le temps passe trop vite. On a dommage. juste le temps de dire que l'on se donne rendez-vous vendredi pour la rediffusion de l'émission UFC Que Choisir. Et puis, un dernier lundi du mois d'avril pour votre émission en direct. Bernard, merci beaucoup. Merci. À Gilles. Bernard, bye bye, à bientôt. À bientôt, Gilles. Merci À à très toi. vite, bonne continuation. Gilles, un grand merci. On se donne rendez-vous dès le mois prochain. Au revoir.